Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité de la semaine. Ce soir, bien sûr, on va rester dans l'actualité et parler encore de Gaza, 33 jours après le début de la guerre et le massacre des Palestiniens qui continue, plus de 11 000 martyrs qui sont tombés depuis le début du conflit. Ce soir, on va consacrer cette émission aux documentaires qui ont défendu certaines causes et notamment celle de Gaza. Plusieurs documentaires ont été réalisés dans ce sens. Certains sont sortis il y a quelques jours, dont celui Yalla Gaza. Avant de commencer le débat en présence avec nous, le réalisateur d'un des documentaires, nous allons regarder ces deux bandes annonces, Yalla Gaza et Gazastrophe, deux documentaires qui ont fait fureur en France. J'ai pris mes enfants dans mes bras et je vais dire on va mourir tous ensemble ou quand on vit ensemble, on meurt ensemble. Gaza, pour les Israéliens, c'est une petite enclave de terroristes. شعبنا شعب مسالم حتى ما يحاول البعض أن يروجوا على أنه شعبنا يبادر بالعدوان لم يثبت في أي يوم من الأيام أن شعبنا هو بادر للعدوان. Comme juif, nier les crimes israéliens, c'est du négationnisme. J'emploie ce mot-là volontairement. C'est-à-dire qu'on sait et on n'a pas le droit de ne pas savoir. Warsaw Ghetto was less than 3 years, I think. Gaza Ghetto is already 15 years. People often speak about Gaza's legendary resilience. And what that means to me is the ability of people to stand up after each crisis and to continue, and often with a positive mindset. Il est essentiel de donner la parole à ses habitants. Donc il est essentiel de comprendre ce qui s'y passe par des historiens, des journalistes, des politologues, parce que Gaza est sous siège pas seulement sur le plan économique, il est aussi sous siège sur le plan médiatique. The destruction of Palestine, I think, has been one of the great, again, crimes of the last century and continues into this. هذا المشهد وهذه الجرائم حتى لا تختفي، هذه عبارة عن قرائن وأدلة تدل على مدى الإجرام من قبل قوات الاحتلال. خلال تقريبا 7 دقائق كان مضروب كل قطاع غزة بالطيران. حجي كانت عندي حامل راية بيض ومرتي وولاد صغار، يعني احنا مسلمين. طخت 3 بنات صغار وطخ أمي. و30 طيارة F-16 تضرب ثمان واحد ما صارش في التاريخ العسكري. هذه مين؟ هذه أنا. أنتِ؟ أنا قاعدة بسحب. تبكيش؟ هي ما متناش من الصواريخ، متنا من البطايق. خذوا دمي، صفوه من شراييني، خذوا عقلي،
ألحقوني بالمجانين وأعيش في الدنيا شريدا وأهيم في الدنيا شريدا ولا أبيع شبرا من فلسطين ولا أبيع شبرا من فلسطين. Voilà, c'était les deux bandes-annonces de deux documentaires français sortis en France, l'un en 2009, Gazastrophe, réalisé par Samir Abdallah et Khaireddin Mabrouk, l'un est égyptien et l'autre est algérien, et bien sûr Yalla Gaza, sorti le 8 novembre seulement, réalisé par Roland Nurier. Monsieur Nurier est avec nous en direct de Paris. Monsieur Nurier, vous nous entendez ? Oui, parfaitement. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Mediapro pour parler justement de la sortie de votre documentaire. Tout d'abord, quel accueil a eu ce documentaire qui intervient dans un contexte politique et bien sûr médiatique très très tendu? Alors évidemment, vous vous doutez bien que moi, je n'avais pas prévu ces terribles événements qu'on est en train de vivre, hein. Le documentaire, il est fini depuis le début de l'année 2023. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il sort dans un contexte très, très particulier où il y a une intense émotion dans les débats que j'anime, puisque moi, j'ai déjà accompagné une trentaine de dates avant la sortie nationale de cette semaine, mais là, j'anime encore beaucoup de débats. Et je constate que depuis le 7 octobre, il y a une immense émotion dans le public et souvent, les gens sont en pleurs, n'arrivent même pas à s'exprimer parce que les images qui sont dans Yalla Gaza sont des images, j'ose dire presque du passé, puisque bon nombre des lieux où ont été tournées certaines séquences de Yalla Gaza n'existent plus. Ce sont des champs de ruines. Une partie des intervenants du film, je n'ai plus aucune nouvelle. Probablement qu'il y en a qui sont décédés, écrasés par leur maison sous les bombes israéliennes. C'est une situation très très particulière pour moi, mais c'est surtout une situation terrible pour mes amis gazaouis dont je n'ai plus de nouvelles. Et les quelques nouvelles que j'arrive à avoir, par exemple, mon chef opérateur à Gaza, Yad Al-Astal, ça fait 2 jours que j'ai plus de nouvelles. Sa maison a été bombardée il y a 4 jours. C'est terrible. On vit une période absolument terrible. Oui, c'est ça. Et je suis très très inquiet pour l'avenir. Quel accueil, justement, je voudrais un peu revenir à ma question, quel accueil le documentaire a eu en France, surtout après les déclarations du ministre de l'Intérieur qui a dit, je cite, le film Yalla Gaza ne doit être programmé ni en salle ni à l'Assemblée nationale. Alors ça, oui, je lui laisse libre de ses propos, mais je n'ai pas eu, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu d'interdiction de mon film. Certains députés ont tenté de le faire interdire parce qu'il y avait une projection à l'Assemblée nationale le 9 novembre, mais finalement, elle a été maintenue et on a fait une très belle projection avec un beau débat. La sortie nationale du 8 novembre a été maintenue dans environ une trentaine de salles en France. Il y a eu des directives de certaines préfectures en France pour demander aux gérants des salles de cinéma, non pas d'interdire, mais d'attendre pour projeter le film. Alors qu'il y a bien eu environ 5 annulations, mais la plupart des gérants de salles de cinéma en France ont maintenu la programmation de Yalla Gaza. On va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Le film est extrêmement bien accueilli par le public, comme je le disais tout à l'heure, et par la presse. C'est assez partagé. Il y a des journalistes de certaines presses qui ont trouvé que c'était un film trop engagé sur la cause palestinienne et d'autres qui ont trouvé que c'était un film très pédagogique qui avait le mérite d'exister aujourd'hui pour comprendre et contextualiser ce qui se passe. Donc voilà. Monsieur Roland, alors je voudrais revenir un petit peu sur le contenu de votre documentaire. On n'a pas encore vu, mais on a vu la bande-annonce qui résume un petit peu l'étendue de votre travail. Vous avez quand même réalisé un documentaire avec plusieurs intervenants de qualité, hein, et certains sont connus pour leur crédibilité et surtout leur présence médiatique. Alors, par rapport à votre premier documentaire, Le Char et l'Olivier, qui, on peut dire, qui est presque passé inaperçu, ce dernier risque de faire beaucoup de
disons, d'audience? Et surtout, est-ce que vous avez reçu des demandes pour être programmé à la télévision? Alors, comme c'est ma propre structure qui le distribue, je n'ai pas encore fait de démarche pour demander à des télévisions d'acheter les droits. Très sincèrement, je pense que ça va être très compliqué et très difficile parce que j'ai bien conscience que c'est un film qui a un regard, un point de vue, que j'assume totalement. Moi, mon regard, c'est le regard du droit international. Ce droit international, il est violé depuis plus de 70 ans par Israël et ça, on peut pas le contester, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, que des télévisions françaises achètent les droits pour Yala Gaza, très sincèrement, j'y crois très peu. Pourquoi? Parce que je vous disais que le film a un point de vue pro-palestinien, beaucoup trop marqué par rapport aux grands médias français qui seraient en capacité d'acheter les droits de ce film. Il faut, pour faire un film sur Gaza, il aurait fallu que je sois moins virulent dans les propos de certains choix de mes intervenants, que je mette plus de forme, plus de douceur. Certainement que le film est jugé trop engagé probablement. Donc je me fais pas d'illusions. Il est assez peu probable que des télévisions françaises achètent les droits. Mais c'est pas grave. Il va avoir sa vie dans les salles de cinéma. L'accueil est extraordinaire dans les salles de cinéma. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout d'abord d'animer des débats et que le film soit vu dans de très bonnes conditions dans des salles de cinéma. Et je ne désespère pas de vendre le film dans d'autres pays que la France. Alors, Monsieur Faisal Matawi, notre chroniqueur, voudrait vous poser quelques questions. Faisal, vas-y. Monsieur Roland Lurier, Madame Mariam Aboudaka, qui est responsable du Front populaire de la libération de la Palestine, FPLP, qui est classée par l'Union européenne comme une organisation terroriste, apparaît dans votre film, dans sa version et son opinion sur la situation à Gaza. Mais cette personne est maintenant menacée d'expulsion de France. Quel est votre commentaire sur cette décision du ministère de l'Intérieur français? Alors c'est plus que ça, monsieur, sauf votre respect. Elle a été expulsée vendredi. Elle a été expulsée en Égypte, Mariam Aboudaka. Elle était sous le coup d'une expulsion. Elle a été enlevée par la police française mercredi soir après une projection dans un cinéma de Paris. Quelques minutes, une heure après sa sortie, elle a été violentée avec des amis que je connais très bien et elle a été enlevée par la police, placée en centre de rétention et expulsée en Égypte dans la nuit de vendredi à samedi. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en France aujourd'hui. Mariam Aboudaka est une militante palestinienne. Elle est surtout une militante féministe pour les droits des femmes à Gaza. Et effectivement, elle est la porte-parole du FPLP, Front de Libération Populaire de la Palestine. On va dire que c'est la branche marxiste de la résistance palestinienne. Mais en fait, elle était en France, et ça n'avait rien à voir avec le film. Elle était en France avec un visa tout à fait accepté par les autorités françaises pour faire une tournée de conférences autour justement de son combat pour les femmes à Gaza. Et il se trouve que moi, du fait qu'elle était là, je lui ai dit, est-ce que vous voulez animer le débat avec moi dans quelques villes quand on pourra le faire? Et elle était à Paris pour animer un débat à la suite de Yala Gaza, je vous disais, donc mercredi soir. Moi, j'étais dans une autre ville. Et aujourd'hui, Mariam Aboudaka est dans une partie de sa famille en Égypte. Elle a été expulsée. Mariam Aboudaka, peut-être ce qui lui a sauvé la vie, c'était d'être en France. Parce que sa maison a été bombardée, elle n'a plus de maison. Elle a perdu pratiquement une centaine de personnes de sa famille et la France l'a expulsée et l'a traitée comme pire qu'un animal. J'ai honte pour ce qui s'est passé dans mon pays. Monsieur Roland, justement, il y a eu un témoignage clé dans la bande-annonce de votre documentaire, c'est celle de Ken Loach. Il a apporté un soutien indéfectible justement pour votre travail de documentariste. Il paraît que vous préparez un documentaire sur le réalisateur britannique. Je ne sais pas comment vous savez ça. Vous voyez, comme j'ai fait une interview de Ken Loach, qui est un cinéaste pour moi modèle, j'adore son travail, mais au-delà de son travail, j'adore le personnage. C'est vraiment quelqu'un d'une humanité incroyable et d'une humilité incroyable également.
Alors c'était un vrai bonheur pour moi. C'est un des meilleurs souvenirs de tournage que d'être allé l'interviewer à Londres dans sa société de production. Alors évidemment, moi je connaissais ses engagements pour la Palestine. Je l'ai fait parler de la Palestine et j'ai gardé ce qu'il me convenait au montage pour la Palestine. Mais effectivement, l'interview a duré un peu plus d'une heure. Donc je l'ai interviewé sur son parcours de cinéaste, sa façon de travailler, ses engagements politiques multiples. Pas que pour la Palestine d'ailleurs, et la méthode Ken Loach, qui est une méthode très particulière de construire ses films. Alors, je ne sais pas si je ferai un film sur mon entretien avec Ken Loach, mais je ne sais pas, j'en ferai certainement quelque chose parce que c'est un vieux monsieur hein, qui a 86 ans, il dit toujours qu'il va faire son dernier film, mais c'est tellement un passionné qu'il en fait toujours un nouveau, et je me dis, ben voilà, je veux garder ces beaux moments que j'ai eus avec lui, donc on verra ce que j'en fais un peu plus tard. Merci, Monsieur Roland Nurier. Restez avec nous, on revient vers vous après le débat sur le plateau. Faisal Mataoui, le documentaire de Roland Nurier, Yalla Gaza, vient de sortir. Il vient dans un contexte politique et médiatique très tendu en France. Comment vous apercevez justement le manque de documentaires sur Gaza ou sur la Palestine en général en France? Oui, il n'y a eu que deux, d'après certains médias français, Gazastrophe, qui est sorti en 2009, et ce documentaire, plus celui qu'il avait fait, Le Char et l'Olivier, qui revient un petit peu sur la cause palestinienne. Oui, Le Char et l'Olivier, c'était en 2019, et Roland Nurier expliquait un peu les pesanteurs qu'il y a sur les chaînes de télévision, sur les salles de cinéma, et comment Mme Aboudaka, qui a été expulsée de France parce qu'elle est accusée d'être partenaire à une organisation qui est apparemment classée terroriste par les autorités françaises. Et il faut souligner, Salim, que Éric Ciotti, qui est le patron des Républicains à l'Assemblée nationale, a tout fait. Il a même envoyé une lettre pour empêcher le film qu'il soit projeté. Qu'il soit projeté, oui, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Et là, je pense qu'il faut saluer deux dames, Mesdames Ercelia Soudé et Charlotte Leduc, qui sont des députés de la France insoumise, qui se sont battus pour que le film soit projeté et débattu à l'intérieur de l'Assemblée. Et quand même, malgré ça, on a empêché des dames et des personnes d'entrer parce qu'ils seraient des militantes. Vous pouvez imaginer que dans une assemblée où il y a beaucoup de partis, beaucoup de militants, ils sont empêchés d'entrer dans une salle pour voir un film. Et vous avez évoqué le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui a tenté d'interdire le film. Bien sûr qu'il n'a pas pu. Mais on verra que, personnellement, j'ai cherché depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a des articles sur le film Yalla Gaza? Il n'y en a pas, pratiquement. Il y en a quelques-uns. Il y en a 2, 3 qui sont... C'est assez rare. La Croix, il y en a un sur Le Monde. Mais je pense que c'est assez rare, contrairement à d'autres films qui seraient peut-être produits ailleurs ou qui auraient une autre version. Je pense qu'il peut gêner pour ceux qui sont maintenant entrés dans une logique. Si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. C'est un film qui peut agacer parce qu'il donne la parole aux Ghazaouis, tout simplement. Il donne aussi la parole à Bassem Naïm, qui est le porte-parole, je ne sais pas s'il est encore en vie, c'est le porte-parole de Hamas pour les relations internationales. Il donne la parole à Mme Aboudaka, beaucoup de militants. Il y a même des militants franco-israéliens. Franco-israéliens et militants en faveur de la cause de juifs comme Pierre Stamboul, qui est donc de l'Association des Juifs pour la paix en France et qui est une organisation antisioniste. Donc c'est assez équilibré comme documentaire, mais ce genre de discours apparemment ne plaît plus. En France, on nous impose, en France et dans certains pays européens, il faut le noter, comme l'Allemagne ou un peu moins comme la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, il y a quand même des manifestations très grandioses ce week-end. Presque 300 000 militants qui sont sortis dans la rue, qui n'ont pas été empêchés de manifester pour la Palestine, pour le droit du peuple palestinien. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'encerclement lorsqu'il s'agit de films palestiniens. Même quand le film Le Char et l'Olivier de Roland Nurier, qui est le premier film, qui présentait, parce que c'est un film presque pédagogique, il y a beaucoup de choses qui ignoraient en France par rapport à la situation en Palestine, dont par exemple la Nakba. La Nakba, qui a eu lieu en 1948, c'était là où Israël a chassé les Palestiniens de leurs terres, brûlé presque 500 villages, etc. Et apparemment, on est en train de vivre une deuxième Nakba, ce qui se passe à Gaza. Beaucoup de monde, et ça c'est Roland Nurier lui-même qui dit, quand j'ai parlé de Nakba, dans les débats après le film Le Char et l'Olivier, les gens ne savaient pas c'était quoi. Donc parce que dans l'écriture, dans ce qui est enseigné dans les écoles, c'est le cas de beaucoup de pays européens,
on ne parle pas, on ne dit pas tout sur la situation en Palestine. Sofiane Baroudi, les documentaires justement sur Gaza ne sont pas nombreux en France, mais ils restent quand même très engagés dans la scène audiovisuelle française. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une carence par rapport à... Il y a des documentaristes très engagés, d'ailleurs dans ce sens, comme ce fut le cas pendant la guerre d'Algérie avec René Vauthier. On va dire qu'il y a tout un courant d'artistes, mais aussi de militants qui sont très très engagés sur la cause anticoloniale. D'ailleurs, c'est un héritage de la lutte de libération algérienne et aussi de l'empreinte que ça a donné, si vous voulez, pour la lutte de la libération du tiers-monde en général. Et cette école-là de pensée, mais aussi cette école artistique, continue à vivre dans la société française, malgré le fait qu'il y a aussi, il faut le dire, une montée, si vous voulez, ou alors quasiment une hégémonie d'une idéologie qui est fasciste en dernière analyse, parce que même ce qui s'est passé avec Madame Abou Daqqa démontre, si vous voulez, parce qu'elle a aussi été empêchée de tenir des conférences. Et elle appartient à une organisation, au FPLP, au Front Populaire pour la Libération de la Palestine, ce qui démontre que toutes les expressions de la résistance ou de la lutte pour la libération palestinienne dérangent en réalité. C'est-à-dire que la stigmatisation d'un seul courant, qui est le Hamas, qui a été stigmatisé très fortement, qui est un courant de la résistance palestinienne, ne cache pas en réalité la vraie velléité qui est celle d'occulter complètement la lutte légitime du peuple palestinien à travers ses différentes organisations politiques et à travers aussi ses différentes obédiences idéologiques. Parce que le FPLP, encore une fois, est une organisation de gauche radicale qui est connue historiquement, notamment à travers des figures comme Georges Habash. Et on ne peut pas leur reprocher d'être, entre guillemets, réactionnaire, ce qui est vendu par les milieux de droite et d'extrême droite en France par rapport au Hamas, qu'on veut isoler justement de toute une strate de la résistance nationale palestinienne. Vous parlez tout à l'heure du documentaire sur Georges Habash qui est toujours en prison. Le documentaire est toujours parfois censuré en France. C'est Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah, voilà. Exactement, parce qu'il y a un documentaire qui retrace le parcours justement de ce militant qui est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Il faut le rappeler, il est en prison depuis 1983. Il est libérable depuis 1999, mais il est toujours maintenu en détention d'une manière arbitraire. Et lui, ce qu'il représente aussi, si vous voulez, c'est aussi un parcours, le parcours d'un combattant et d'un révolutionnaire arabe, parce qu'il est libanais. Et il faut se rappeler que le combat palestinien et que le combat pour la libération de la Palestine ne concerne pas juste les Palestiniens, ça concerne aussi les Libanais qui ont vécu plus de 30 ans de guerre qui a été imposée par l'occupation sioniste. Il y a aussi la Syrie dont le Golan est toujours occupé. Et le fait de maintenir une figure comme Georges Ibrahim Abdallah dans un système carcéral et répressif assez ignoble démontre justement qu'il y a une forme de continuité pour empêcher le peuple palestinien d'accéder à ses droits et le peuple arabe d'accéder à ses droits légitimes. Reda Hariraj, pourquoi les documentaires sur la Palestine essentiellement dérangent la scène médiatique parisienne? Parce que la vérité dérange toujours. La vérité dérange toujours et surtout c'est dû au fait que dès 1948, donc dès la première guerre israélo-arabe, on n'a jamais mis en avant le fait que ça a été une véritable guerre de conquête contre une population qui était chez elle et qui a été expulsée. Il y a 750 000 Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres en 1948. On le dit assez rarement, ils ont été expulsés dans les pays voisins. Et c'est à ce moment-là où les pays voisins sont intervenus pour stopper le flot, parce que s'il n'y avait pas eu de réaction de la part des pays arabes, certainement que la totalité de la population palestinienne aurait été expulsée en 1948. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a le fait aussi qu'il y a des liens qui existent entre la question palestinienne et ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'il y a des lois qui sont sorties au cours des en 1982 et 1983 pour empêcher notamment la recherche universitaire et scientifique de soulever le couvercle qui touche une partie de la recherche concernant l'Holocauste au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, on estime que tout a été dit sur la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne faut pas en dire plus. Donc, ça fait, dans le monde de la recherche universitaire, ça fait depuis plus de 40 ans déjà que les premières tentatives de censurer, je dirais, la liberté d'expression ont commencé à surgir en France et ailleurs en Europe sur cette question, notamment tout ce qui concerne l'Holocauste et la question palestinienne, parce que on a beau le dire, Salim, mais le problème palestinien ne commence pas en 1948. En 1936, à Der Yassin,
il y a tout un village palestinien qui avait été massacré. Et à ce moment-là, il y avait eu un courrier qui a été adressé par Einstein et Hannah Arendt pour dénoncer ce massacre en 1936 et pour dire qu'une faction extrémiste de juifs à sa tête, Menahem Begin et Yitzhak Shamir, sont en train de complètement dévoyer le projet donc, qui était fait initialement. Et donc ça, on ne veut pas revenir sur cet aspect. Et comme je vous l'avais dit au début, la vérité dérange. Merci Rida Hiresh. On fait une pause et on revient au débat. Le thème justement de la guerre à Gaza a été exploité par plusieurs documentaristes occidentaux, américains, italiens, anglais, scandinaves. Et justement, nous avons rassemblé pour vous 3 bandes annonces de grands documentaires qui ont justement été produits et ont montré la vérité et la réalité de Gaza qui était resté sous blocus israélien depuis plus de 16 ans. كثير يعني تخيلت يوم الاجتياحات تخيلت You can see all Gaza from here. Come cazzo bisogna sentirsi quando ti dicono che ti arrivano le bombe addosso? It was like an earthquake. Sbagliavo tantissimo pensando che per me sarebbe stato più facile. Ti ritrovi di fronte a qualcosa che è decisamente più grande di te. People from the outside countries, they can see other than the fact that we live in constant wars, and it bothers me so much. They only see the side they want to see. They should look deeper. ما فيك يا حبيبي حبيبي. هنا أكثر من 2 مليون بني آدم عايشين على أرض غزة على مساحة 25 ميل في 7.
أنا ولدت جنب البحر وراح أعيش جنب البحر وأموت جنب البحر. لا أنا يمكن في القطاع كله فيش واحد مخلف 40 نفر. أوه كل دول العالم منطقين غزة. إني أنا كنت بحاسب نفسي ليش أنا أسمح لأولادي إنه يعيشوا 3 حروب. بدنا نعيش بس. هذا الصوت اللي لازم يسمعه الناس. بدنا نعيش. Voilà, c'était la bande-annonce, la dernière bande-annonce, c'était celle de Gaza, un documentaire justement de Gary Kane et Andrew McNowell. Mais on a vu également Tears of Gaza d'une réalisatrice norvégienne qui avait tourné justement à Gaza après les événements de 2009. Mais également, on a vu Erasmus in Gaza, un documentaire italien de Chiara Avesani et Matteo Deblo. Faisal Matawi, Gaza est un terrain de prédilection pour les documentaristes, notamment des documentaristes engagés pour la cause palestinienne. On a vu, il filme la vie, mais il filme aussi le combat, la résistance du peuple palestinien. Oui, c'est un peu la particularité du film Gaza de Andrew McNowell et Gary Kane, qui est un peu plus léger. Sélectionné à Sundance, l'un des plus grands festivals au monde, indépendant. Aux États-Unis, et parce que le film montre les Gazaouis comme des êtres humains. Parce que la propagande israélienne, surtout sioniste, voudrait montrer les Israéliens comme pas d'êtres humains et qui n'ont aucune possibilité de vivre, qui n'ont même pas le droit à la vie. Et donc ce documentaire, pourquoi il a été salué, c'est il a évacué la politique pour ne pas tomber dans le camp l'un contre l'autre ou dans un camp, parce que là on est en train de presque culpabiliser les gens de défendre les droits des Palestiniens d'avoir leur terre. Ce documentaire donc montre la vie. Mais l'autre documentaire de la Norvégienne Vibke Løkberg, qui est Tears of Gaza, les larmes de Gaza, qui a été tournée juste après l'opération Plan Durci, c'était en 2008-2009, parce que l'opération Plan Durci, appelée par les Israéliens Plan Durci, était en réponse aux roquettes tirées par le Hamas, et toujours la même littérature. De toute façon, la même littérature. Déjà dans le documentaire de Vibke, c'est des images brutes, tournées par les Gazaouis eux-mêmes. On voit des enfants de 2 ans, 3 ans, avec des balles dans les poitrines. Ça veut dire qu'on a tiré sur les enfants à bout portant. On voit les images. C'est très choquant comme documentaire, c'est très dur aussi. Et Vibke est revenu après, parce que les images ont été tournées durant l'opération. Il y a eu 1300 morts, dont 600 enfants, déjà à l'époque aussi. Presque 20 000 maisons et bâtiments, hôpitaux détruits, et même les ambulances aussi. Juste pour précision, Faisal, moi j'ai assisté au festival d'Al Jazeera en 2010, et Vibke avait remporté le grand prix du festival d'Al Jazeera à la grande satisfaction des réalisateurs présents, puisque le documentaire a énormément ému l'assistance lors de la présentation de ce film, et puis elle a été honnête, elle a dit, voilà, moi j'ai pas filmé pendant la guerre, j'ai filmé après la guerre, et j'ai acheté les images des combats, des massacres, etc. Elle en a fait un montage et elle a un petit peu retrouvé les enfants orphelins de Gaza, pour en faire après un documentaire excellent et surtout dramatique. Absolument, on donne la parole au petit Yahya, à Amira et à Rasmiya, 11 et 14 ans. Les 3 enfants ont perdu leurs parents, leur père surtout. Amira, par exemple, a été ciblée, elle avait perdu une jambe, elle a été ciblée par un avion, elle a dit qu'on a braqué la lumière, on attendait que je bougeais,
et pour me tirer dessus. Donc les témoignages sont glaçants et les images sont aussi très, très dures. Très fortes. Parce qu'on voit les blessés après les bombardements, on voit comment les maisons sont bombardées avec leurs habitants, surtout les enfants, beaucoup d'enfants. Et il y a aussi, dans le même sillage, un autre documentaire qui est sorti en 2014, ça s'appelle Born in Gaza, né à Gaza. Né à Gaza, qu'on n'a pas voulu rajouter parce que c'est le même que le documentaire Gaza. Mais c'est bien parce que c'est des complémentarités dans le récit. C'est des documentaires qui peuvent documenter même des crimes de guerre parce que les images sont choquantes, elles sont brutes. Il n'y a pas de montage et donc ça peut être des preuves au cas où il y a des procédures. On retrouve beaucoup dans ces documentaires les enfants, la mère et la vie à Gaza. Oui, parce que dans ce documentaire réalisé par un Italo-Argentin qui s'appelle Hernan Zein, très courageux aussi. C'est un film très courageux. Il est sur Netflix pour ceux qui souhaitent le voir. On voit aussi la situation. C'est le seul documentaire C'est le seul documentaire sur Gaza. Il y a des films palestiniens, fiction, mais c'est le seul sur Gaza. Netflix a acheté. C'est courageux aussi de la part de Netflix parce que là, il y a beaucoup de terreurs qui sont dressées sur les plateformes pour empêcher de voir d'autres images que ceux de la propagande militaire israélienne. Et Hernan Zein, je pense qu'il a eu un prix en Espagne, le prix Goya. D'ailleurs, il faut saluer aussi les réalisateurs espagnols parce qu'il y a un autre réalisateur qui s'appelle Jiménez qui a fait aussi un documentaire court sur Gaza. Il a été bien sûr persécuté parce qu'on a tout fait pour que le film n'apparaisse pas. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que les larmes de Gaza, Tears of Gaza de la réalisatrice norvégienne, elle pratiquement n'est passée nulle part. Elle est passée nulle part. Elle est passée uniquement dans le monde arabe. Et depuis, cette réalisatrice, qui est également actrice norvégienne, a disparu aussi des radars. Elle n'est plus distribuée dans les films, elle n'est plus appelée dans les studios de télévision. Vous voyez, donc, quand vous montrez autre chose que ce qu'on veut bien vous montrer, les médias mainstream, vous êtes mis à l'écart. Et il faut saluer aussi le courage de ces réalisateurs qui continuent malgré tout d'aller à Gaza et de donner la parole, parce que c'est ça l'histoire qui est écrite. C'est ça ce qui reste plus tard, puisqu'on fait en sorte qu'il n'y a pas d'image par rapport à Gaza actuellement. Sofiane Baroudi, on sent justement que certains réalisateurs, notamment occidentaux, américains, scandinaves, mais aussi européens, français, italiens, s'engagent justement dans cette cause pour la Palestine et réalisent des documentaires parfois au péril de leur vie. Exactement. Alors la particularité, si vous voulez, du cas de Gaza, c'est que ça cumule déjà depuis 17 ans, voire une vingtaine d'années, beaucoup de crimes et beaucoup de violations du droit international humanitaire. Et on remarque que la plupart des réalisateurs, déjà avant ce qui se passe... On a vu l'une des bandes annonces, c'est Erasmus in Gaza, qui raconte l'histoire d'un infirmier italien qui va justement s'engager à Gaza. C'est un travailleur dans le secteur humanitaire. Les enfants. Parce que déjà la plupart des étrangers qui sont à Gaza sont dans le secteur de l'assistance humanitaire, vu que c'est une ville qui vit sous blocus depuis 17 ans. Actuellement, elle est sous siège, on assiste à des opérations génocidaires récurrentes et à ciel ouvert. Et il y a aussi la particularité où il y a une concentration, si vous voulez, de violation du droit international humanitaire. Et donc, il y a un émoi déjà depuis une quinzaine d'années de la part des gens qui sont engagés dans ce secteur-là, de la part d'acteurs de grandes ONG internationales ou alors notamment d'acteurs médicaux. On voit très bien déjà le bombardement à l'appel de centres hospitaliers qui choque le monde entier. D'ailleurs, c'est aussi, si vous voulez, ce qui motive l'indignation et la colère profonde qu'on voit dans toutes les rues des grandes villes occidentales où il y a, si vous voulez, un mouvement très poussé et où l'entité sioniste colonialiste a complètement perdu la bataille de l'opinion publique à cause de ça, justement, parce que les violations récurrentes du droit international humanitaire font que les peuples se soulèvent pour, justement, si vous voulez, essayer de maintenir ou alors de défendre le peu d'humanité qui reste, parce que, justement, les images, on les a à profusion pour ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a les images des documentaires pour les 15 dernières années et on a surtout ce qui est filmé par les télévisions du monde entier actuellement. Alors, je voudrais revenir au réalisateur Roland Nurier. Vous êtes avec nous ? Oui, toujours, bien sûr. Monsieur Nurier, je voudrais revenir un petit peu sur les conditions de votre tournage. Justement, vous n'avez pas obtenu l'autorisation pour filmer en tant que réalisateur à Gaza. Et c'est le documentariste Razaoui Lied Alastal qui a filmé pour vous. Vous avez réalisé les entretiens à Paris. Alors, justement, pourquoi on vous a refusé ? Est-ce que c'est lié à votre premier documentaire, justement, Le Char et l'Olivier ? Non, je pense pas. Je suis en grande partie responsable. Je m'y suis pris trop tard.
pour obtenir des autorisations pour aller à Gaza. Mais moi, je suis un modeste cinéaste. Je n'ai pas de carte de presse, donc c'est tout de suite plus compliqué pour moi d'avoir des autorisations. En fait, j'avais déjà démarré les tournages à Paris, à Bruxelles, à Londres, et j'avais bien avancé dans l'avancement du film, de la trame. Et voyant que je ne pourrais pas être à temps à Gaza, j'ai demandé à mon ami Yad Al-Astal, qui est francophone, qui a fait ses études de cinéma en France, je lui ai dit, écoute, je pourrais pas être là, est-ce que tu peux travailler avec ton équipe? Moi, j'ai déjà préparé les interviews, j'ai déjà imaginé les plans, les séquences. Il a pris le relais, il a fait un boulot absolument formidable, parce que lui, en plus, il connaît le terrain, il habite à Khan Younes. Et donc, voilà, on a travaillé comme ça à distance. Il m'a fait des repérages qu'il m'envoyait par WhatsApp. Là, je lui dis oui, ça me va, ou ça, c'est un peu moins bien. Et j'ai aussi profité de sa connaissance des Gazaouis, parce que Yad Al-Astal, il est cinéaste et il fait une série qui est libre de droit sur YouTube qui s'appelle Gaza Stories. Et ce film que j'ai fait, Yalla Gaza, il s'inspire un petit peu déjà de ce travail qu'il avait fait. Ces épisodes de Gaza Stories, ce sont des vidéos de 3 à 5 minutes qui racontent des portraits de Gazaouis de la société civile. Et c'est extrêmement bien fait, c'est très positif, ça montre la créativité des Gazaouis. Et moi, c'est aussi ça que je voulais faire dans mon film, c'est montrer des sourires, montrer que ce sont des gens debout, qui résistent, qui créent, qui ont une vitalité absolument incroyable. Je pense que c'est unique au monde, 2,3 millions de personnes enfermées dans un territoire de 360 km², ça en fait un des territoires les plus peuplés du monde. Il manque de tout. Alors aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'ils souffrent encore plus sous les bombardements aveugles de l'armée israélienne. Mais moi, je rappelle que ce film, il a été fait avant ces événements. Et je montre des gens, oui, debout, qui résistent, qui ont une résilience incroyable. Il y a un tissu associatif et un maillage associatif à Gaza qui est extraordinaire. Il y a une solidarité entre les gens qui est absolument fabuleuse. C'est tout ça, moi, que je voulais montrer. En fait, le maître mot de ce film, Yalla Gaza, c'est rendre leur humanité aux Gazaouis. Parce que sans cesse, notamment en Occident et même dans mon pays, la France, sans cesse, il y a une politique de déshumanisation des Gazaouis. Et une des intervenantes le dit, les Gazaouis, c'est juste un peuple normal, mais qui vit dans un environnement anormal. Alors, votre film vient de sortir au cinéma en France. Est-ce qu'il a un avenir dans les festivals? Est-ce que justement, il va parcourir certains festivals, notamment en Amérique, mais aussi dans le monde arabe? Alors, il a déjà fait quelques petits festivals au Maghreb. Maintenant, je dois l'inscrire dans un certain nombre de festivals. Il est demandé dans un festival aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils vont le prendre, mais j'aimerais qu'il soit montré le plus possible à l'international parce que ce qui se passe à Gaza, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est un génocide. C'est qu'en fait, Israël voudrait se débarrasser des Gazaouis, se débarrasser des Palestiniens tout court, parce que c'est un peuple qui est là, qui continue de vivre, de perdurer sa culture, et ça empêche la construction du grand Israël. C'est quand même ça qu'il y a là derrière. Et moi, au travers d'Yalla Gaza, je voulais juste montrer que c'est un peuple normal qui demande à vivre comme tous les peuples du monde, d'avoir sa liberté, d'avoir la possibilité de sortir de ce territoire où ils sont enfermés depuis 17 ans. Voilà, c'est donc pour vous répondre précisément sur les festivals, Inch'Allah, on va le voir dans les semaines à venir s'il va être sélectionné dans des festivals, mais moi j'aimerais bien qu'il soit montré à l'international, en parallèle du public français. On espère qu'il sera projeté à Alger. Je vous remercie, Monsieur Roland Nurier. Je rappelle que vous êtes le réalisateur et producteur du film Yalla Gaza, sorti le 8 novembre en France. On vous souhaite justement une belle carrière et beaucoup de courage. Et merci pour votre courage et votre audace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Reda Harirash, pour revenir un petit peu au documentaire qu'on a vu, aujourd'hui, il y a plus de liberté dans les pays anglo-saxons pour parler de la cause palestinienne que dans les pays européens. Les pays anglo-saxons respectent leurs traditions, celles de pays démocratiques, même s'il y a des sensibilités variées et diverses. L'Angleterre, quand même, a été l'ancienne puissance coloniale qui a occupé la Palestine de 1917 jusqu'à 1948. Elle a été obligée de la céder
parce qu'elle est sortie. Il y a eu plusieurs documentaires sur la BBC, Channel 4, justement sur Gaza. Hein. Oui, oui, il y a ça. L'Angleterre était l'ancienne puissance mandataire en Palestine. Et donc, elle a quand même une relation assez forte avec cette région-là. Et elle reste quand même marquée par une promesse non tenue, parce que lorsque Lawrence d'Arabie est allé faire cette promesse de la création d'un royaume arabe, les Anglais s'étaient engagés à donner quand même une certaine indépendance aux Palestiniens, et ils n'ont pas pu faire respecter donc cet engagement-là. Alors, une dernière question, si tu permets, Faisal. Ce qui est bizarre, c'est que Gaza est une région qui montre beaucoup de documentaires sur cette région, mais pas de fiction. Et on a remarqué que la majorité des documentaristes, justement, sont installés à Gaza, et la majorité des cinéastes qui font des longs métrages sont installés à Ramallah. Oui, le Cisjordanie, oui, parce qu'il y a un discours quand même assez sournois. Gaza fait on fera un numéro spécial cinéma palestinien. Oui, Hani Abou Asad, il y a Michel Khalifa, Elias Slimane et tous les réalisateurs palestiniens. Le discours sournois, c'est de penser que la Palestine se limite à Gaza. Gaza fait partie de la Palestine, comme il y a la Cisjordanie. Il y a des crimes qui sont commis par Israël en Cisjordanie, malheureusement passe au deuxième plan, passe à Gaza. Mais je voulais souligner Salim, qu'il y a quand même d'autres documentaires sur Gaza. Bien sûr, il y en a quelques-uns, on n'a pas pu en parler. Oui, parce qu'il y a un réalisateur américain qui s'appelle Maurice Jacobson qui a réalisé We All Live in Gaza, qui est sorti en 2010. En 2010, il y a aussi Aïchin, Still Alive in Gaza, de Nicolas Vadimov. Il y a aussi le Suisse, le réalisateur espagnol Julio Pérez del Campo qui a aussi réalisé le documentaire. Donc il y a quand même des tentatives. Donc pour revenir, il n'y a pas un film fiction sur Gaza. Sur ce qui se passe à Gaza. Il y a eu une fiction d'un réalisateur, je pense les deux frères réalisateurs palestiniens. Tarazan. Oui, les frères Tarazan, qui est un peu, mais dans la comédie noire. Mais il y a quand même beaucoup de films. Un film romantique, hein, pour rappeler. Un peu romantique, parce que ça peut passer dans les festivals comme le Festival de Cannes, parce que ces documentaires n'ont pas beaucoup de chances de passer à Cannes, comme vous le savez. On reviendra justement sur le cinéma. Sur la fiction qui parle aussi des drames palestiniens, comme le film Omar de Hani Abou Asad. Merci Faisal, merci Reda Harirash, merci Sofiane Baroudi. Cette émission est à présent terminée. On remercie le réalisateur, justement, Roland Nurier, d'avoir participé à cette émission pour parler justement des documentaires consacrés à ce qui se passe dans le drame à Gaza. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, probablement un numéro spécial cinéma palestinien. Et on vous dit bonsoir, restez branchés sur Al 24 News.